Bonsoir, numéro spécial de Zone Interdite consacré à un événement qu'on a fêté entre guillemets hier, le 25 novembre 2016. Événement qui a marqué les Français, notamment Marseille, car il y a eu une évasion à la prison des Baumettes, celle de Jacques Vitreuil, emprisonné pour le vol du sac à main d'Adeline Bouja le 15 mars 2016. Cette évasion a créé de gros dégâts, une prison détériorée, des voitures endommagées, des vitrines de magasins brisées et deux fugitifs, Jacques Vitreuil qui est avec nous sur le plateau et qui s'est rendu au commissariat de Garges-les-Gonesse le 30 octobre dernier, et Edgar Brassier, qui se trouve actuellement dans la nature. Mais qui sont ces deux personnages? L'équipe de Zone Interdite s'est intéressée à la vie privée de nos deux fuyards qui seront et resteront aggravés dans la mémoire des sinistrés. Pour cela, je reçois 5 invités pour parler de cet événement tragique. Jacques Vitreuil et sa mère, leur avocat Maître Gombert, le patron de l'entreprise où travaillaient les deux fugitifs Frédéric Schneider, et l'inspecteur divisionnaire de Marseille, Jean-Sébastien Rollin. Tout d'abord, regardons les titres qu'on va développer dans ce numéro. Comment cet individu, Jacques Vitreuil, en est arrivé à se faire connaître et à être gracié après une vie très tourmentée? Découvrons son portrait. Edgar Brassier, bad boy de Marseille. Comment a-t-il pu virer au drame alors qu'il a eu un parcours scolaire très chargé? Cela n'engage à rien, mais bon, le mal est fait. Jacques Vitreuil, bonsoir. Bonsoir. Alors Jacques, comment vous vous sentez après d'avoir balayé la nature, d'être caché pendant 11 mois? J'essaie d'oublier et de passer à autre chose. Parce qu'on peut dire que vous étiez coupé du monde, vous n'avez eu qu'une seule personne à vos côtés, Edgar Brassier, le plus terrible de la bande, si je puis dire l'ennemi public numéro 1. C'était infernal mais vraiment insupportable, tellement que j'aurais mieux aimé être en prison. Avant de poursuivre votre réaction face à cette cavale, nous allons montrer aux téléspectateurs qui vous êtes, votre portrait. Nous avons préparé ce reportage avec David Citrouille, Jacques Crado et Bruno Lepitre qui ont mis un an pour connaître la vie de l'ex-fugitif. « 16 mars 2016. Au petit matin, le bureau de tabac vit bien comme d'habitude. Personne ne pouvait se douter que ce marchand de journaux serait médiatisé, ni le buraliste. Tout se passait comme d'habitude. Il est environ 16 heures. Une jeune femme se nommant Adeline Bouja s'arrête dans ce bureau de tabac pour prendre un magazine. Mais elle a des contractions dans le dos. Elle pose donc son sac par terre, puis le laisse sans surveillance. C'est alors qu'elle se retourne, et voici dans quel état se trouve le bureau de tabac. La formation spéciale du 6 minutes est un événement qui est survenu dans un bureau de tabac à Marseille. Une jeune femme de 29 ans, Adeline Bouja, a perdu son sac à main alors qu'elle était en train de regarder une revue. Toutes les équipes de police se sont mobilisées, dont certaines qui se sont trouvées avec Adeline Bouja, qui est affolée, paniquée. Elle menace même de pousser un cri assourdissant dans la rue et rendre des passants sourds. Il fallait faire quelque chose absolument, car elle avait l'air sérieuse. Fallait trouver le voleur, ce qui n'était pas si envisageable, car le voleur aurait pu s'éclipser en dehors de Marseille. Il a fallu enquêter, poser des questions, jusqu'à trouver des témoins dont le buraliste vers 20 heures, qui ont remarqué la présence d'un homme suspect au moment du vol. Il avait un grand sac sur lui. Je me suis dit qu'il aurait pu ranger le sac dedans. Puis il a fait un passage éclair dans mon bureau de tabac. Il est parti bizarrement en vitesse. Ensuite, on connaît la suite. Son identité a été fouillée. Caméra de surveillance, tout. Il est presque 23 heures. Après 3 heures d'identification, l'identité du suspect a donné un nom. Jacques Vitreuil.
Mais l'autre information qui nous a été dévoilée à 21h30 est l'identité du suspect qui, je le rappelle, a été vu par des témoins et le buraliste. Selon eux, il possédait un sac de sport dans lequel il avait caché le sac de la jeune femme. Le type s'appelle Jacques Vitreuil. Sa carte d'identité n'est pas valable, donc l'adresse du suspect ne pourrait pas être valable. Il était connu des services de police pour quelques faits, notamment la tentative de cambriolage dans un appartement à Marseille en janvier 2014, ce qui lui a valu 2 mois de prison. B. Qui est Jacques Vitreuil? Quelle est sa vie privée? Jacques Vitreuil est né dans le Lot-et-Garonne, où il intègre une classe de maternelle. Son père est mort quand il avait 4 ans. Un petit coup de marteau pour Jacques Vitreuil, mais il s'en est remis. Il quitte avec sa mère le Lot-et-Garonne pour se rendre à Marseille pour raison professionnelle de la mère et fait sa grande section de maternelle. Il a eu un bac+3, puis en même temps fait des petits stages et jobs. Je me rappelle de Jacques Vitreuil, il était hyper motivé, il ne montrait pas de signe de déprime, ni d'envie de violence, de vandalisme. Il enchaîne plein de jobs et de stages jusqu'à ce qu'il trouve un vrai travail en 1996 à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence. Je m'en rappelle, Jacques Vitreuil était toujours à l'heure, toujours motivé. Il était à fond dans son travail, il aimait son métier, même s'il me racontait qu'il lui arrivait quelquefois de ridiculiser les policiers. En effet, entre 2002 et 2004, il commence à avoir des attitudes illégales. Exemple, outrage à un agent, délit de fuite. Cela lui a coûté beaucoup d'amendes. Ah oui, on ne lui faisait pas de cadeau. Non seulement à l'époque il était en excès de vitesse, mais en plus il a refusé de s'arrêter quand on lui a ordonné de s'arrêter. Cela s'est passé le 5 septembre 2004 sur l'autoroute A7 où s'est déroulée une course-poursuite. Jacques Vitreuil a écopé d'une amende de 100 €. Il a eu de la chance parce que si j'étais à la place des policiers concernés, je lui aurais infligé une amende de 500 €. C'était son dernier acte de délinquance. Après, il s'est fait oublier. Mais 9 ans plus tard, en août 2013, il se fait licencier de son entreprise après 16 ans de contrat. Ah bah j'étais obligé de le virer, vous savez, une société c'est comme une montgolfière. Si on veut qu'elle décolle, bah il ne faut pas qu'elle soit trop lourde. Ce licenciement était un choc pour l'ex-employé de l'entreprise concernée. Une page s'est tournée. Mais 2 mois plus tard, un drame surgit chez Jacques Vitreuil. Le 25 octobre 2013, l'ex-fugitif est victime d'un accident de voiture sur la 55. Il s'en sort 3 jours plus tard, mais avec quelque chose en moins. Sa main droite. C'était quelque chose qui lui avait bouleversé et qui a un peu basculé sa vie. Perdre sa main droite, ça faisait quelque chose car on vit différemment, enfin, je ne sais pas. Pendant ces quelques mois, Jacques Vitreuil commence à déprimer, à ne plus sortir de chez lui. Mais il ne sait pas qu'il fera sa première peine de prison. En effet, en janvier 2014, il fait une tentative de cambriolage dans un appartement d'un couple de sexagénaires. Un cambriolage évité de justesse à Marseille dans un appartement à quelques kilomètres de la gare Saint-Charles, occupé par un couple de sexagénaires. J'étais en train de regarder la télévision vers 23h30
Quand j'entends un bruit, je saisis mon fusil. C'est à ce moment-là que je vis la serrure se casser. Je ne cherche pas à comprendre. Je tire un coup de feu. Heureusement que je ne l'ai pas visé. Et je l'ai assommé avec le manche du fusil. J'étais réveillé par les coups de feu. Je me suis précipité et je vois Jacques Vitreuil, les mains ligotées sur le radiateur, assommé. C'est à ce moment-là que mon mari me suggère d'appeler la police. Les policiers viennent chercher le cambrioleur, qui sera condamné à 2 mois de prison. Mais la vie continue. Jacques Vitreuil poursuit des stages, même un job d'été, pour finalement être embauché en septembre 2015 dans une entreprise en banlieue de Marseille. C'était une merveilleuse surprise d'avoir un employé si poli, si souriant. Ça m'a fait de la peine de le voir sans sabbat. Mais bon, je l'ai quand même embauché. Comme on le dit, tout le monde a le droit de travailler. C'était sa dernière entreprise d'ailleurs, car le drame a éclaté 6 mois plus tard, ce qui a étonné son employeur. Je ne pouvais pas m'imaginer que mon employé soit lié à une affaire pareille. Quand j'ai regardé les infos, ça m'a étonné. C'était épatant. Bonjour, un journal spécial toujours consacré au sac à main volé de Adeline Mougin et au suspect activement recherché Jacques Vitreuil. Ce monsieur avait été, je le rappelle, aperçu au bureau de tabac hier par des témoins, dont le buraliste. Il possédait un sac de sport dans lequel il aurait pu cacher le sac à main. Quand on m'a montré la photo du suspect, j'avais tout de suite reconnu Jacques Vitreuil. Pas besoin de regarder en détail la photo, c'était bien lui. La première fois, on a examiné sa carte d'identité. On a retrouvé son adresse, mais fausse piste. Sa carte d'identité était périmée. On s'est rendu à son adresse, mais on a retrouvé un couple de trentenaires qui occupe l'appartement, mais pas Jacques Vitreuil. On a vu leur papier d'identité, leur justificatif de domicile. C'était leur appartement, mais bon, c'était quand même une défaite car on s'attendait à le retrouver par la même occasion, le sac à main d'Adeline Mougin. En effet, il a quitté l'appartement en 2003. Les enquêteurs ont perdu une bataille, mais pas la guerre. Le lendemain, l'enquête se poursuit. Les enquêteurs s'occupent maintenant de retrouver la vraie adresse de Jacques Vitreuil. Ils fouillent partout. Ses lieux de travail. J'ai eu la visite de la police qui est venue me demander si j'avais des nouvelles de Jacques Vitreuil. Je leur ai répondu qu'il ne s'est pas rendu dans l'entreprise ce matin, mais que j'ai appris la nouvelle qu'à midi. Ensuite, ils m'ont demandé son adresse. Je leur ai donné. Ils m'ont demandé si c'était la vraie adresse. Je leur ai confirmé. On a filé à l'adresse que son employeur nous a donnée. On a tapé à sa porte, personne ne répond, donc on enfonce la porte et on se met à fouiller. C'est alors qu'on a trouvé quelque chose qui complétait une grande partie de l'affaire, le sac à main d'Adeline Mougin. Édition spéciale, nous interrompons l'antenne pour vous informer que le sac à main d'Adeline Mougin a été retrouvé dans l'appartement de Jacques Vitreuil, dont on peut confirmer qu'il est le coupable. Les retrouvailles du sac à main ont ravi les habitants de Marseille, notamment le buraliste du bureau de tabac concerné. C'est pourquoi il y a une fête qui se déroule dans le quartier. Quelques minutes plus tard, Adeline Mougin intervient sur toutes les chaînes de télévision pour remercier tout le monde, notamment les autorités, pour lui avoir retrouvé son trésor. Je voudrais remercier tous ceux qui ont tout fait pour retrouver mon sac à main, notamment les représentants de l'ordre. Je respecte leur courage, leur participation, leur travail. Hier, j'étais effondré, mais là, je suis ému et à joie.
Je me rappelle quand tu m'as annoncé la nouvelle, j'étais démuni, mais les deux policiers qui étaient avec moi ont eu tel appel, et ils m'ont annoncé qu'ils ont retrouvé ma sac à main là. Je ne savais plus quoi dire. Je commençais à m'épanouir, à bouger. Je me rappelle comment on a fait la fête jusqu'à 1 heure du matin. C'était une victoire pour la victime, et pour nous d'ailleurs, car c'est chez nous que le drame s'est passé. Le lendemain, Marseille peut se réjouir, mais doucement, car il manque toujours un élément dans le puzzle, Jacques Vitreuil. Les enquêteurs cherchent tout en se disant qu'ils ont rendu les biens à Dibouja. Mais il faut tout de même retrouver le voleur. La chasse à l'homme continue. Mais sans pression. Il est 15 heures. 16 mars 2016, dans une station essence à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, le pompiste fait son métier qu'il exerce depuis 1998. Il regarde par hasard en direction de la vitre et vit tout d'un coup un type rentrer dans le magasin. Ce visage, il l'a reconnu tout de suite. J'ai tout de suite reconnu le type qui était sur la photo, qui est Jacques Vitreuil, je l'ai reconnu, non seulement grâce à la vie de recherche, mais aussi grâce à sa main en moins. Il n'avait pas l'air dangereux, mais un peu gêné. Mais quand il a payé ses articles, il m'a semblé poli, aimable. Sinon, avant qu'il rentre dans le magasin, j'ai tout de suite appelé la police. Jacques Vitreuil fut arrêté et conduit au commissariat du 14e arrondissement de Marseille. Ça y est, Jacques Vitreuil a été arrêté dans une station essence. Il est placé en détention provisoire à la prison des Baumettes, en attendant son procès qui se déroulera le 10 avril 2016. Quand j'ai vu Jacques Vitreuil, il ne me paraissait pas méchant. Au contraire, il me semblait perdu. En même temps, il ne faut pas se fier aux apparences. Quand je lui demande si c'est bien lui qui a commis le vol, il me le confirme en me disant qu'il a fait une grave erreur, qu'il n'était pas comme ça étant jeune, que ça va lui enlever son image de quelqu'un d'appréciable. Conclusion, il avait l'air de regretter les faits. Le verdict tombe et Jacques Vitreuil est condamné à 10 mois de prison ferme. Sauf qu'il va y passer que 8 mois, vu qu'il va se faire évader de force par son collègue Edgar Brassé le 25 novembre 2016, laissant derrière eux des voitures abîmées, des vitrines de magasins brisées, une prison détériorée et des cœurs brisés. Jusqu'à présent, on n'a eu aucun signe de vie des deux fugitifs, mais le 1er avril 2017, Jacques Vitreuil envoie un communiqué sur son compte Twitter montrant qu'il est en bonne santé, mais nous signale qu'il vit un calvaire avec son partenaire Edgar Brassé, qui selon l'ex-fugitif aurait recommis des délits, notamment il a tiré sur des animaux et sur le pied d'un vieil homme. On a décortiqué le communiqué et on s'est dit qu'il fallait dans certaines communes, notamment à Meaux, car semble-t-il Edgar Brassé aurait braqué une banque, enquêter. 6 mois plus tard, un beau jour, au commissariat de Garges-les-Gonesse, Jacques Vitreuil se rend. Je vois un homme arriver, un peu essoufflé, ou qu'il a quelque chose d'urgent à me dire. Ce type-là m'annonce qu'il s'appelait Jacques Vitreuil et qu'il se rendait. Je l'ai reçu et je l'ai interrogé. Il me dit qu'il est rassuré d'être dans le commissariat, en ayant les larmes aux yeux. J'étais ému moi aussi, je ne m'attendais pas à cette situation. Conclusion, la vie de Jacques Vitreuil aura été basculée depuis le vol du sac à main d'Adeline Bouja. Quel sera son avenir? Jacques Vitreuil, que pensez-vous de ce documentaire? C'est émouvant d'entendre ça. Surtout qu'on a passé 11 mois dans la nature à se déplacer, à chercher des endroits où se cacher, surtout pendant l'hiver,
Avec la vague de froid, c'était difficile. En plus, subir Edgar Brassé à longueur de journée, c'était l'horreur. Quand vous avez cavalé, qu'avez-vous pensé pendant ces 11 mois de cavale? J'ai pensé que si je n'avais pas volé le sac à main d'Adli Bouja, je n'aurais pas vécu le cauchemar pendant 11 mois parce que j'avais fait 8 mois de prison. Normalement, je devais faire 10 mois. Ce n'est quand même pas beaucoup, même si... Mais sinon, je n'avais pas demandé qu'on me sorte de prison de cette manière. Comment avez-vous survécu dans la nature? Comment vous vous êtes nourri? Les premiers jours, on était cachés dans un endroit, j'ignore où, parce qu'il faisait nuit. Le temps que les choses se calment, que l'affaire disparaisse dans la tête des gens, parce qu'on avait la radio depuis la voiture et on a entendu le nom du suspect, Edgar Brassier. Et là, il m'a dit qu'il ne fallait pas bouger de la cabane qu'on a construite et vers janvier, on s'est déplacé. On a fait escale dans pas mal de régions. Edgar Brassier a acheté de quoi manger dans des supermarchés. Il ne s'est pas fait choper, curieusement. Puis on a fait escale en Île-de-France et là, il commence à braquer une banque à mots. Puis on est allé, je ne sais plus où, il me semble que c'est vers Montreux. Il a fait du mal aux animaux en les torturant et pour certains, il les a fusillés. Puis il a tiré sur le pied d'une personne âgée. C'était navrant et là, j'en pouvais plus. Le 29 mars dernier, j'ai fait un communiqué sur mon compte Twitter. Je voudrais savoir, Edgar Brassier possédait une arme parce que l'autre utilisé pendant l'évasion était retrouvé à côté de la voiture de police volée. Le fusil utilisé a été donné par les policiers, sinon il possédait un fusil de chasse. Quand vous avez fait le communiqué, vous vous attendez à quoi? Je m'attendais à ce qu'on nous localise, qu'on vienne nous chercher, enfin, qu'ils arrêtent Edgar Brassier. L'autre solution était que je me rende moi-même. Pourquoi avez-vous attendu le mois d'octobre pour vous rendre? Je me suis dit que s'il y a une seule personne qui puisse faire quelque chose, c'est moi. Donc j'ai profité de la nuit pour m'enfuir. Ensuite, je suis atterri à Garges-les-Gonesse, où j'ai trouvé un commissariat. Puis j'ai parlé à la policière et là, je ressentis le nombre de mois où j'ai été coupé du monde. Je ne pouvais plus sortir du commissariat. L'interrogatoire m'a fait autant de bien que je préférais rester en garde à vue que d'être coupé du monde. Alors que dans la vie normale, j'aurais pas aimé, mais dans ma situation, si. J'en veux tellement à Edgar Brassier de m'avoir volé 11 mois de ma vie pour faire du mal au système. Jacqueline Vitreuil, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment avez-vous vécu ces 11 mois sans votre fils Jacques Vitreuil? C'était très dur, surtout quand on n'a plus de nouvelles. Mais il a envoyé son communiqué. Je me suis dit qu'on va trouver quelque chose qui nous ramènera à lui, mais après, plus de nouvelles. Avez-vous perdu espoir? Oui, surtout vers août-septembre, mais le 30 octobre, j'allume la télé, je zappe sur LCI, puis j'apprends que Jacques Vitreuil s'est rendu. Au début, je pensais que c'était quelqu'un qui a brouillé l'antenne pour me faire une blague, donc je ne me suis pas fait d'illusions. J'ai fait comme si ce n'était pas vrai. Quand tout d'un coup, je reçois un coup de fil de la police qui m'a dit que quelqu'un voulait me parler. J'ai entendu une voix. C'était celle de Jacques. Maître Goubert, vous êtes l'avocat de Jacques Vitreuil depuis 2014, année de sa première peine. Avez-vous pensé que Jacques Vitreuil allait se rendre? Je me suis dit qu'un jour, il va se rendre, ou que Edgar Brassier l'avait assassiné, c'est donnant-donnant. Vous, Frédéric Schneider, vous êtes le patron des deux fugitifs. Comment avez-vous vécu ces moments depuis 2016? Tout d'abord, j'apprends qu'un sac à main a été volé dans un bureau de tabac. Ça m'a pas trop concerné. Le lendemain, je remarque que Jacques Vitreuil est absent, quelque chose qui ne lui ressemble pas, car il était toujours à l'heure et il est très ponctuel. Mais je n'ai pas fait le rapprochement avec le vol du sac à main. À midi, je regarde la télévision et je regarde iTélé. Et je vois la photo de Jacques Vitreuil. J'étais ébahi. Je me suis dit non, c'est impossible. Il n'a pas pu faire ça. Il ne peut pas être lié à une grosse affaire.
Mais en fait, si. Hein, ça me déçoit, Jacques. Non, je plaisante. Par contre, pour Edgar Brassier, je me suis dit qu'il était peut-être dans le coup. J'ai misé 10 millions d'euros, car je me suis dit que si quelqu'un veut faire évader Jacques Vitreuil, ça peut être lui. Et quand j'ai vu la photo du suspect, j'aurais pu remporter le pactole. Justement, on va parler d'Edgar Brassier, de son enfance. Vous allez voir que si vous avez trouvé Edgar Brassier méchant, dangereux, froid, désagréable, vous allez voir qu'il n'a pas toujours été comme ça. Je dirais même qu'il a eu le même passé que Jacques Vitreuil. Sauf qu'il a toujours ses deux mains. Vous allez le découvrir juste après la pub.